Les éditions lelivreaudio.com, en collaboration avec le site internet techno-science.net, vous proposent le numéro 3 des actualités techniques et scientifiques. Nous avons fait ici une sélection sur la base des news techniques et scientifiques et voici les titres des sujets qui seront abordés dans ce troisième numéro. Les données mondiales sur l'éducation en 2012, des codes-barres génétiques pour sortir les protistes de l'ombre, des interrupteurs chimiques liés aux maladies neurodégénératives, les souvenirs traumatisants peuvent être désamorcés, le gène de l'immortalité dans un polype d'eau douce, pollution atmosphérique, particules et santé, dépister le VIH en moins de 5 minutes. Nouvelle piste de recherche sur les troubles du spectre autistique. Découverte d'un facteur clé de la génération des neurones corticaux. Quand le perfectionnisme devient obsessif. Les données mondiales sur l'éducation en 2012. Selon le rapport de l'UNESCO 2012 regroupant les données mondiales sur l'éducation, on a noté moins de redoublement mais un taux d'abandon scolaire qui reste important. Il est urgent de s'attaquer au nombre élevé d'enfants qui redoublent et qui quittent l'école avant d'avoir achevé leurs études primaires ou un premier cycle de l'enseignement secondaire, révèle la dernière édition du recueil de données mondiales sur l'éducation. De nouvelles données de l'Institut de statistique de l'UNESCO, l'ISU, montrent qu'environ 32,2 millions d'élèves du primaire ont redoublé en 2010 et que 31,2 millions d'élèves ont quitté l'école et n'y retourneront peut-être jamais. Intitulé Opportunities Lost, The Impact of Grade Repetition and Early School Leaving, le recueil présente un large éventail de données et d'indicateurs de l'ISU permettant de mieux identifier les millions d'enfants qui passent entre les mailles du filet des systèmes éducatifs et qui quittent l'école souvent sans même savoir lire ou écrire. Le rapport est assorti d'un outil interactif qui permet aux utilisateurs de visualiser en ligne les taux de redoublement et d'abandon dans la région et le pays de leur choix. 3 régions ont des taux d'abandon dans le primaire particulièrement élevés. L'Afrique subsaharienne où 42% des élèves quittent l'école précocement, un élève sur 6 quittant l'école avant la 2e année de scolarisation. L'Asie du Sud et de l'Ouest, où 33 élèves qui commencent l'école primaire sur 100 abandonnent avant d'avoir atteint la dernière année d'études primaires. L'Amérique latine et les Caraïbes, où 17% des élèves quittent l'école avant d'avoir achevé leurs études primaires. Pour de plus amples détails, voir les résumés par région. Pour plus d'informations, voir sous http://www.uis.unesco.org/éducation. Vie et terre, des codes-barres génétiques pour sortir les protistes de l'ombre. Ils sont partout, mais peu de gens les connaissent. Les protistes sont ces organismes unicellulaires qui, comme les plantes ou les animaux auxquels ils ont donné naissance, renferment leur matière génétique dans un noyau contenu dans la cellule. Pour faire la lumière sur ce plan de la biodiversité, un consortium international s'est lancé dans une vaste entreprise de classification des protistes à l'aide des techniques de séquençage ADN haut débit. Quel point commun y a-t-il entre les pyramides d'Égypte, les falaises d'Étretat et la malaria? Toutes sont générées par des êtres unicellulaires appartenant au règne largement méconnu des protistes. Ces organismes dont la taille varie de 1 micron à quelques centimètres sont apparus il y a plus de 800 millions d'années sur notre planète, bien avant les animaux et les plantes auxquels ils ont donné naissance, et avec lesquels ils partagent la particularité de posséder un noyau à l'intérieur de la cellule. On parle d'eucaryotes. Les protistes sont à l'origine d'immenses gisements de matière, comme la craie des falaises de Normandie ou les réserves de pétrole, et produisent via le plancton des océans la moitié de l'oxygène que nous respirons, et pourtant, à ce jour, on a décrit 75 000 espèces de protistes, à peine, alors que l'on soupçonne qu'il en existe des dizaines de millions, indique Colomban de Vargas, directeur de recherche à la station biologique de Roscoff. Pour mettre en lumière ce pan immense de la biodiversité, 24 équipes de chercheurs à travers le monde viennent de lancer un programme de classification des protistes sous l'égide du Consortium for Barcoding of Life,
Cet organisme créé au début des années 2000 pour recenser la biodiversité terrestre. L'idée, utiliser les méthodes de séquençage et d'imagerie à haut débit pour caractériser ces organismes et mettre sur pied une immense bibliothèque en ligne. Un ou plusieurs marqueurs génétiques spécifiques sont utilisés pour identifier chaque espèce de protiste. Ce sont les fameux codes-barres génétiques entre guillemets, explique Colomban de Vargas qui a lancé ce projet avec Jan Pawlowski de la faculté des sciences de l'université de Genève. Objectif de la base de données, associer à chaque signature génétique un nom et une image. 20 années devraient être nécessaires pour venir à bout de ce recensement. Vie et terre, des interrupteurs chimiques liés aux maladies neurodégénératives. Grâce à un modèle donné, des chercheurs de l'Université de Montréal ont repéré et interrompu une chaîne chimique à l'origine de maladies neurodégénératives comme la maladie de Huntington, la sclérose latérale amyotrophique et la démence. Les résultats pourraient un jour être bénéfiques pour les patients atteints de la maladie de Huntington. Nous avons identifié une nouvelle façon de protéger les neurones qui exprime la protéine Huntingtin mutée, explique le docteur Alex Parker du département de pathologie et biologie cellulaire de l'Université de Montréal et du centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Montréal. La maladie de Huntington est une maladie génétique fatale qui atteint en règle générale les patients vers 50 ans et qui cause la mort progressive de régions spécifiques du cerveau. La principale caractéristique de cette maladie est l'agrégation de la protéine Huntingtin mutée dans la cellule. Notre modèle a révélé que l'augmentation de la progranuline réduisait la mort des neurones en faisant échec à l'accumulation de protéines mutantes. Cette approche pourrait également protéger contre des maladies neurodégénératives autres que la maladie de Huntington. La maladie de Huntington est incurable et l'efficacité des traitements actuels demeure relative. Un composant des agrégats protéiques en cause est aussi présent dans d'autres maladies neurodégénératives. Mon équipe et moi nous demandions si les protéines en question, TDP43 et FUS, n'étaient que de simples spectateurs ou si elles influaient sur la toxicité provoquée par la Huntingtin mutée. Pour répondre à cette question, le docteur Parker et Arno Taufenberger, étudiants au doctorat de l'Université de Montréal, ont utilisé un modèle génétique simple basé sur l'expression de la Huntingtin mutée dans le système nerveux du ver rond transparent C. elegans. Puisqu'un grand nombre de gènes pathologiques humains sont présents dans les vers, notamment le ver C. elegans, les chercheurs sont en mesure de réaliser rapidement des analyses génétiques qu'ils ne pourraient effectuer dans les systèmes mammifères. L'équipe du Dr Parker a découvert qu'en supprimant les gènes TDP43 et FUS qui produisent les protéines du même nom, la neurodégénérescence causée par la Huntingtin mutée était moindre. Ils ont ensuite confirmé leur découverte dans un modèle de cellules de mammifères. Il ne restait plus qu'à déterminer les mécanismes de neuroprotection. La protéine TDP43 cible la progranuline, une protéine liée à la démence. Nous avons démontré que la suppression de la progranuline chez les vers ou les cellules augmentait la toxicité de la Huntingtin, mais que l'augmentation de la progranuline réduisait la mort cellulaire dans les neurones de mammifères. Cela porte à croire que la progranuline est un agent neuroprotecteur potentiel contre la neurodégénérescence causée par la Huntingtin mutée, explique le Dr Parker. Les chercheurs devront effectuer d'autres tests dans des modèles mammifères plus complexes pour établir si ces mêmes interrupteurs, entre guillemets, chimiques, fonctionnent avec tous les mammifères. Si c'est le cas, un traitement ciblant la progranuline pourrait retarder l'âge d'apparition et la progression de la maladie de Huntington. Vie et terre. Les souvenirs traumatisants peuvent être désamorcés. Jusqu'à la fin des années 90, on croyait que les vieux souvenirs étaient inscrits de façon quasi permanente et inaltérable dans la mémoire. Mais de nouvelles connaissances ont conduit à une autre façon de voir les choses et à l'élaboration de la théorie dite de la reconsolidation des souvenirs. Grâce à cette théorie, les psychologues disposent d'une nouvelle approche dans le traitement du trouble de stress post-traumatique, en bloquant le processus de reconsolidation des souvenirs traumatisants.
C'est ce qu'a testé avec succès Joaquin Paunja dans ses travaux de doctorat réalisés au département de psychologie de l'Université de Montréal, sous la direction du professeur Alain Brunet. La reconsolidation des souvenirs est une théorie récente, mais qui a été validée sur des modèles à la fois animaux et humains, souligne le chercheur. Depuis les années 2000, on s'est aperçu que les vieux souvenirs ne sont pas fixés de façon permanente, comme on le croyait, mais redeviennent labiles, c'est-à-dire malléables et flexibles, lorsqu'ils sont remémorés. Il s'agit d'un processus adaptatif qui permet de renforcer le souvenir. Le processus est sans doute utile et nécessaire pour les apprentissages, mais il peut aussi entraîner un stress chronique lorsque le souvenir est lié à un événement traumatisant. Mais comme le souvenir redevient malléable lors de la reconsolidation, il est possible d'en modifier la teneur et l'intensité. On peut en fait favoriser la reconsolidation en ajoutant de nouveaux détails au souvenir, où l'on peut bloquer cette reconsolidation en atténuant par médication les effets émotionnels négatifs associés au souvenir. Trouble du stress post-traumatique diminué de moitié. Joaquin Paunja a testé cette approche en combinant psychothérapie et propranolol. Le propranolol est le médicament utilisé contre l'hypertension et qui diminue le stress en bloquant les récepteurs d'adrénaline et de noradrénaline dans les amygdales cérébrales, des centres nerveux liés aux émotions de peur et de stress. 42 patients souffrant d'un TSPT, trouble du stress post-traumatique, chronique, causé par divers événements, accidents, agressions physiques, agressions sexuelles, expériences de guerre ou autres, se sont livrés à 6 séances de remémoration de leurs expériences traumatisantes tout en étant traités au propranolol. Il est nécessaire de provoquer le rappel de ces expériences parce que les patients traumatisés ont plutôt tendance à éviter de se les remémorer, indique le psychologue. Le traitement classique du TSPT consiste à associer le souvenir à un élément sécurisant et neutre. C'est la méthode dite de l'extinction du traumatisme. Dans ce cas-ci, il s'agissait plutôt de neutraliser, pendant la reconsolidation et à l'aide du médicament, les émotions négatives inhérentes au souvenir. Les résultats ont été concluants. Au terme des 6 séances d'une durée de 10 à 20 minutes, les symptômes du TSPT avaient baissé de 50% en moyenne pour l'ensemble des patients. Pour 75% d'entre eux, cette diminution a été suffisante pour que le diagnostic de TSPT soit levé. Par comparaison, seulement 2 patients sur 25 qui avaient refusé le traitement et qui constituaient ainsi le groupe témoin s'étaient libérés des symptômes du TSPT. Nos résultats ont été obtenus avec la moitié moins de séances qu'un traitement habituel et avec des séances moins longues, mentionne le psychologue, et nous nous attendons à ce que cette approche réduise le nombre de rechutes. Pour le chercheur, le médicament seul n'aurait pas été efficace. Il attribue donc ces résultats à l'effet combiné de la psychothérapie et du médicament. Différence entre hommes et femmes. L'analyse des résultats montre par ailleurs que l'effet du traitement a été plus grand chez les femmes que chez les hommes. L'encodage des émotions de stress n'est pas le même selon le sexe, observe Joaquin Paunja. Les femmes se souviennent plus des détails de l'événement stressant, alors que les hommes retiennent surtout son élément central. Le fait que l'amygdale gauche est plus activée chez les femmes explique peut-être cette différence. De plus, les hommes et les femmes réagissent différemment au propranolol, ce qui est peut-être un effet hormonal. L'âge où le traumatisme est survenu n'a pas influé sur les résultats, ce qui tend à valider la théorie voulant que les vieux souvenirs soient toujours labiles. Joaquin Paunja ne peut par contre dire avec certitude que ces résultats sont dus à un blocage de la reconsolidation plutôt qu'à une extinction des souvenirs. Sa recherche est la première à être conçue en fonction des prémices de cette théorie et d'autres études demeurent nécessaires pour comprendre la mécanique à l'œuvre dans l'une et l'autre approche. Mais considérant la rapidité avec laquelle les résultats ont été obtenus, le chercheur penche en faveur de l'hypothèse du blocage de la reconsolidation. Vie et terre, le gène de l'immortalité entre guillemets dans un polype d'eau douce. La quête de la vie éternelle se poursuit. Des chercheurs allemands ont découvert le gène de l'immortalité entre guillemets dans un polype d'eau douce appelé hydre. Ce gène particulier, appelé FOX0, serait présent dans bon nombre d'êtres vivants
et le génome humain en serait également pourvu. Depuis plusieurs centaines d'années, la recherche sur l'immortalité captive la société et la science. Des chercheurs de l'université Christian Albrecht et de l'hôpital universitaire de Kiel au Schleswig-Holstein ont rapproché le fantasme de la réalité car ils ont réussi à identifier le gène qui confère la jeunesse éternelle. Ces chercheurs ont concentré leurs travaux sur l'hydre, un polype d'eau douce de la branche des cnidaires. Il s'agit d'un animal de quelques millimètres de long présent dans de nombreux lacs et cours d'eau régionaux. Lors de leurs travaux sur l'immortalité supposée de cet organisme, les scientifiques ont été capables d'identifier et d'isoler un gène particulier, appelé FOX0. L'autre particularité de ce gène est qu'il est présent dans le code génétique de chaque animal et de chaque être humain. Des copies d'hydres ont été observées depuis plus de 50 années en laboratoire et celles-ci sont aussi actives et en bonne santé qu'au début de l'expérimentation. L'explication réside dans les cellules souches du polype qui ne perdent jamais leur capacité à se diviser continuellement. Ce phénomène était connu depuis des années, mais le maintien du dynamisme des cellules souches était encore inexpliqué au niveau moléculaire. Thomas Bosch, qui dirige cette étude, a déclaré « Notre groupe de recherche a pu mettre en évidence un lien direct entre le gène FOXO et le vieillissement. En effet, des expériences avec un gène FOXO désactivé ont entraîné le vieillissement des hydres, phénomène alors accompagné d'un affaiblissement de son système immunitaire, le rendant plus vulnérable aux maladies. Des études récentes chez les personnes centenaires ont montré qu'elles possédaient un gène FOXO très actif. Comme les scientifiques le rapportent dans la revue Labour Praxis, ils souhaitent poursuivre leurs travaux sur la longévité du polype et développer le lien avec les travaux génétiques sur les autres organismes vivants comme l'être humain. Vie et terre, pollution atmosphérique, particules et santé. Les rencontres internationales Air, Climat, Santé auront lieu le 28 novembre 2012 à Toulouse. Elles ont pour objet de s'interroger sur l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé et son coût pour la société. Ces rencontres visent également à développer des stratégies air, climat, énergie pour répondre aux enjeux de santé publique. La lutte contre le changement climatique lié à une consommation d'énergie croissante constitue un enjeu majeur pour nos sociétés. L'amélioration de la qualité de l'air reste un enjeu de santé publique primordial, que ce soit au niveau local, national ou international. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution atmosphérique en milieu urbain est responsable de 1,3 million de décès par an dans le monde. 42 000 morts prématurées seraient causées chaque année en France par les dépassements des seuils en microparticules. 400 000 en Europe. Les experts chiffrent désormais les bénéfices associés à une amélioration de la qualité de l'air en nombre de mois de vie gagnés et en milliards d'euros économisés. Thème abordé lors des rencontres internationales Air, Climat, Santé. Quelle action mettre en place pour réduire la pollution de l'air? Pour quels bénéfices individuels et économiques à court et moyen et long terme? Quelle politique locale, nationale et internationale à déployer sur les territoires? L'air peut-il générer de nouvelles politiques publiques et mettre le citoyen en mouvement? Vie et terre. Dépister le VIH en moins de 5 minutes. Grand défi Canada, dont la mission est d'appuyer des idées audacieuses ayant un grand impact sur la santé mondiale, a annoncé les noms de 17 chercheurs qui recevront une subvention de démarrage pour réaliser des projets visant à lutter contre les problématiques de santé dans les pays en développement. Alexis Vallée-Bellil, professeur de chimie à l'Université de Montréal, est au nombre de ceux qui recevront 100 000 $ qui serviront à développer son projet pour contrer le VIH-Sida. Le professeur Vallée-Bellil travaille à la mise au point d'un appareil de mesure non dispendieux et facile à utiliser, permettant de dépister et suivre les infections au VIH en moins de 5 minutes. Un des gros obstacles au traitement et au contrôle de la transmission du VIH dans les pays en voie de développement est attribuable au manque de tests à grande échelle pour la population ainsi qu'au manque de cliniques et de personnes qualifiées pour effectuer ces tests, explique le professeur.
La mise au point d'un test diagnostic du VIH facile à utiliser améliorera grandement l'accessibilité de ces tests permettant par le fait même un traitement plus précoce du virus, réduisant alors grandement son risque de transmission. L'innovation derrière l'appareil de mesure conçu par le professeur Vallée-Bellil et ses collègues consiste en l'utilisation d'un interrupteur biomoléculaire semblable aux milliards d'interrupteurs moléculaires naturels retrouvés chez l'homme et qui sont à la base des mécanismes biochimiques permettant la vie. Une fois adapté sur une électrode, cet interrupteur moléculaire électronique va produire une variation de courant électrique lorsqu'activé par les anticorps générés spécifiquement par les individus atteints par le VIH. L'avantage majeur de notre interrupteur moléculaire électronique est qu'il peut fonctionner directement dans le sang, non traité, ce qui permet d'obtenir un diagnostic médical quasi instantané en apposant simplement une goutte de sang sur notre appareil, souligne le professeur Vallée-Bellil. Pour voir la vidéo dans laquelle le professeur Vallée-Bellil explique son projet en anglais, http://bit.ly/105mcpw. Les 17 projets innovateurs ont été choisis parmi 60 propositions soumises au programme Les Étoiles canadiennes en santé mondiale de Grand Défi Canada, dont les fonds proviennent du gouvernement du Canada. Au total, plus de 1,7 million de dollars seront versés à des innovateurs de partout au Canada. Le programme Les Étoiles en santé mondiale est à la recherche d'idées uniques, révolutionnaires et abordables, pouvant avoir un effet de levier dans la lutte contre la maladie. Des innovations susceptibles de bénéficier aussi au monde en développement. Au terme de cette subvention, si une idée s'avère efficace et éprouvée, l'innovateur sera admissible à une subvention additionnelle de Grand Défi Canada pour le déploiement à grande échelle pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars. Le Canada possède un large réservoir de gens talentueux qui se dévouent à la recherche d'idées audacieuses ayant un grand impact dans le monde en développement, a affirmé le Dr Peter Singer, chef de la direction de Grand Défi Canada. Grand Défi Canada est fier d'appuyer ces innovateurs extraordinaires de partout au pays parce qu'ils feront la différence dans un aussi grand nombre de vies. Le Canada travaille avec des partenaires de partout dans le monde qui partagent les mêmes idéaux pour faire fructifier nos investissements dans l'innovation en santé et qui sont centrés sur les résultats, affirme John Baird, ministre des Affaires étrangères. Nous appuyons les Étoiles en santé mondiale de Grand Défi Canada afin que ces innovateurs puissent mettre leur talent à contribution dans le cadre des efforts visant à améliorer la santé et la sécurité dans le monde. Alexis Vallée-Bellil vient tout juste de se joindre à l'équipe de professeurs du département de chimie, après avoir travaillé sur le développement de biocapteurs dans le cadre d'un post-doctorat en bioingénierie à l'Université de Californie à Santa Barbara. Il s'agit d'un retour à son alma mater pour le professeur Vallée-Bellil, qui a fait l'ensemble de son cheminement universitaire à l'Université de Montréal, dont un doctorat portant sur le repliement des protéines sous la direction du professeur Stephen Michnik du département de biochimie. Grand Défi Canada est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds d'innovation pour le développement, annoncé dans le budget fédéral de 2008. Pour plus de renseignements sur les subventions et pour voir chacune des courtes vidéos produites par les Étoiles canadiennes pour expliquer leur projet, visitez le site www.grandchallenges.ca/star. Vie et terre. Nouvelle piste de recherche sur les troubles du spectre autistique. Des chercheurs de l'université McGill et de l'université de Montréal ont identifié un lien crucial entre la protéinogenèse et les troubles du spectre autistique, TSA, lequel pourrait faciliter la mise au point de nouveaux traitements. La protéinogenèse, aussi appelée traduction de l'ARN messager, est le processus par lequel les cellules produisent les protéines. Ce mécanisme influe sur tous les aspects du fonctionnement de la cellule et de l'organisme. Une nouvelle étude menée sur des souris a démontré que la production anormalement élevée d'un groupe de protéines neuronales, les neuroligines,
entraîne des symptômes similaires à ceux observés chez les personnes souffrant de TSA. L'étude révèle également qu'il est possible de corriger les manifestations autistiques à l'aide de composés qui freinent la protéinogenèse ou de thérapies géniques ciblant les neuroligines. Les résultats de ces recherches sont publiés dans la revue Nature. Les TSA englobent un vaste ensemble de troubles du développement neurologique caractérisés par 3 critères. Troubles au niveau des interactions sociales, troubles de la communication et gestes répétitifs ou stéréotypés. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, un enfant sur 88 est atteint de TSA, des troubles qui sont signalés au sein de tous les groupes ethniques et socio-économiques. Par ailleurs, les TSA sont 5 fois plus répandus chez les garçons, 1 sur 54, que chez les filles, 1 sur 252. Mon laboratoire est axé sur l'étude du rôle de la dérégulation de la protéinogenèse dans l'étiologie du cancer. Mon équipe a été surprise de découvrir que des mécanismes similaires intervenaient possiblement dans le développement des TSA, explique le professeur Naum Sonnenberg du département de biochimie de la faculté de médecine de l'université McGill et du centre de recherche sur le cancer Goodman. Nous avons utilisé un modèle murin dans lequel un gène contrôlant l'initiation de la protéinogenèse avait été supprimé. La production de neuroligines a augmenté chez les souris étudiées. Les neuroligines jouent un rôle important dans la formation et la régulation des jonctions synaptiques établies entre les cellules neuronales et le cerveau, en plus d'être essentielles au maintien de l'équilibre de la transmission d'informations d'un neurone à l'autre. Depuis la découverte des mutations de neuroligines chez les personnes souffrant de TSA, en 2003, le mécanisme moléculaire qui en est la source exacte demeure inconnu, affirme Christos Kogas, boursier postdoctoral et auteur principal. Nous sommes les premiers à établir une corrélation entre le contrôle traditionnel des neuroligines et la fonction synaptique altérée en lien avec les comportements autistiques chez les souris. L'élément cité est que nous avons réussi à inverser les symptômes similaires au TSA chez les souris adultes. Dans un premier temps, nous avons réduit la protéinogenèse en utilisant des composés conçus au départ pour traiter le cancer. Ensuite, nous avons utilisé des virus ne pouvant se répliquer que pour freiner la synthèse excessive de neuroligines. La modélisation informatique a contribué de façon importante aux recherches. Nous avons conçu un algorithme informatique expressément pour répondre aux questions de M. Sonnenberg et nous avons ainsi identifié les structures uniques des ARN messagers, des neuroligines, qui pourraient causer leur régulation spécifique, soutient François Major, chercheur à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie et professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Les chercheurs ont découvert que la synthèse anormale de neuroligines provoque une hausse de l'activité synaptique, ce qui affecte l'équilibre entre l'excitation et l'inhibition synaptique des cellules cérébrales. Ces travaux ouvrent la voie à de nouvelles pistes de recherche qui pourraient dévoiler les secrets de l'autisme. Nous avons prévenu les comportements autistiques chez les souris en diminuant la production d'un type de neuroligine en particulier et en empêchant les changements d'excitation des cellules, indique Jean-Claude Lacaille, chercheur au groupe de recherche sur le système nerveux central et professeur au département de physiologie de l'Université de Montréal. En somme, nous avons manipulé les mécanismes régissant les cellules cérébrales et avons étudié l'influence de ceux-ci sur le comportement de l'animal. Les chercheurs ont également été en mesure d'entraver les changements d'inhibition et d'accroître les comportements typiquement autistiques en modifiant une autre neuroligine. Le fait que l'équilibre synaptique puisse être perturbé permet de croire que l'autisme pourrait être traité par des thérapies pharmacologiques ciblant les mécanismes étudiés, conclut M. Lacaille. Vie et terre, découverte d'un facteur clé de la génération des neurones corticaux. Des chercheurs de l'ULB identifient BCL6, un gène de cancer du sang, comme un facteur clé de la différenciation des cellules nerveuses du cortex cérébral. Leur étude est publiée dans Nature Neuroscience. Le cortex cérébral est la structure la plus complexe de notre cerveau.
Les cellules nerveuses ou neurones qui le constituent sont les éléments essentiels de son bon fonctionnement et la cible de nombreuses maladies neurologiques et psychiatriques, comme les épilepsies, certaines formes de retards mentaux et de maladies psychiatriques. Le travail d'une équipe de chercheurs menée par Pierre van der Hagen, Université libre de Bruxelles, ULB, investigateur VELBio à l'Institut de recherche interdisciplinaire en biologie humaine et moléculaire, IRIBHM, faculté de médecine et au ULB Neuroscience Institute, UNI, ouvre de nouvelles perspectives sur le développement cérébral en découvrant un facteur clé appelé BCL6 qui contrôle la génération des cellules nerveuses du cortex cérébral ou neurones corticaux. Luca Tiberi et Giel van den Amele, aspirants et chargés de recherche FNRS à l'IRIBHM, ont tout d'abord identifié BCL6 en recherchant des facteurs capables de modifier la production de neurones corticaux dans un modèle de différenciation neurale à partir de cellules souches embryonnaires. Ils ont ainsi observé que la suractivation de BCL6 dans ce modèle résultait en une transformation massive des cellules souches progénitrices neurales en cellules nerveuses différenciées et fonctionnelles. Cette découverte était surprenante car le gène BCL6 est connu depuis de nombreuses années comme facteur déclenchant de certains lymphomes, tumeurs des cellules du sang. Mais rien n'était connu de son rôle dans le cerveau ou les cellules neurales. Afin de vérifier ces observations, les chercheurs ont ensuite examiné un modèle de souris déficiente en BCL6 et ont découvert que le cortex cérébral de ces souris est réduit de taille car il contient moins de neurones, confirmant ainsi que BCL6 est un facteur à la fois nécessaire et suffisant à la différenciation des cellules nerveuses du cortex cérébral dans le cerveau en développement. Comment BCL6 agit-il pour contrôler la production des neurones corticaux? Pour le comprendre, les chercheurs ont combiné des techniques d'observation de biologie cellulaire et d'analyse moléculaire. Ils ont ainsi révélé que BCL6 agit comme un interrupteur entre guillemets moléculaire de la différenciation des cellules nerveuses en éteignant entre guillemets l'expression de certains gènes d'une voie de signalisation importante appelée Notch, qui normalement bloque ou freine la différenciation. Ce phénomène de répression de l'expression génique dite épigénétique permet ainsi aux cellules souches neurales d'échapper au bloc dépendant de Notch et ainsi de se différencier de façon rapide et irréversible en cellules nerveuses. Ce travail de neurosciences fondamentales ouvre de nombreuses perspectives intéressantes. Tout d'abord, il identifie un facteur clé de la production des cellules neuronales du cortex cérébral à partir de cellules souches. Par ailleurs, il élucide son mécanisme d'action moléculaire par répression épigénétique de la voie Notch, une voie de signalisation essentielle pour le maintien indifférencié de la plupart des cellules souches, même non neuronales. Enfin, il révèle que BCL6, un facteur pro-cancéreux dans les cellules du sang, peut avoir des effets totalement différents dans le cerveau, illustrant de façon frappante qu'un même gène peut avoir des effets diamétralement opposés en fonction de la cellule où il agit. Des travaux futurs devront maintenant déterminer si BCL6 est impliqué dans la promotion de la différenciation d'autres types de cellules souches, neurales ou non neurales, et si ces effets inattendus pourraient permettre de mieux comprendre son implication dans les lymphomes ou d'autres cancers. Ce travail a été réalisé grâce au soutien du Fonds national de la recherche scientifique de la Fondation médicale Reine-Élisabeth de la Wallonie, VELBio et le programme d'excellence CIBLES, des services fédéraux belges de la recherche, de la Fondation Claire-Dan, la Fondation de Spolberch, les programmes européens Marie Curie et EMBO. Autre sujet, quand le perfectionnisme devient obsessif. Marie aime voir son bureau bien rangé. Il faut que tout soit placé au centimètre près, à l'endroit qu'elle a prévu. Cette esthétique lui procure un sentiment de bien-être. Si la femme de ménage déplace des objets, elle n'apprécie pas et trouve cela moins agréable. Simon aime lui aussi que dans son bureau chaque chose soit à sa place,
Il passe une grande partie de son temps à ranger son bureau et ses tiroirs, et il vérifie sans arrêt que tout est en parfait état. Si ce n'est pas le cas, il souffre d'angoisse profonde. Marie et Simon sont des perfectionnistes de nature bien différente. La première est un peu maniaque, mais elle n'est pas en proie à une obsession, tandis que le second est un cas pathologique. Il y a une différence majeure entre les deux, et mes travaux cherchent à mieux la cerner. On sait que la présence d'obsession est obligatoire pour le diagnostic d'un trouble obsessionnel compulsif. Mais comment un trait de personnalité devient-il une véritable obsession chez certains et pas chez d'autres, se demande Nadia Hamel, thérapeute au centre de recherche Fernand Séguin de l'hôpital Louis Lafontaine et étudiante au 3e cycle au département de psychologie de l'Université de Montréal. Selon Madame Hamel, il est possible que la tendance perfectionniste se manifeste autrement, par la présence de tics chroniques, et elle précise, la tendance perfectionniste devient pathologique lorsqu'elle perturbe le fonctionnement de la personne de façon significative ou que des émotions négatives sont ressenties. S'agit-il d'un problème lié à la génétique, à l'éducation parentale, au stress? Les causes du déclenchement du perfectionnisme pathologique demeurent mystérieuses et difficiles à définir. Mais Nadia Hamel est convaincue que le perfectionnisme découle en partie d'une série de facteurs qui remontent à l'enfance. Je le vois dans mes consultations avec les enfants. Les attentes parentales sont souvent plus élevées que les capacités réelles de l'enfant. Même les patients adultes parlent d'un modèle familial axé sur la performance, dit-elle en entrevue téléphonique avec Forum. Les gens qui en souffrent ne sont pas pour autant plus performants que les autres. Au contraire, ils sont tellement préoccupés par les détails et l'organisation qu'ils en perdent souvent de vue le but de leur travail. À force de préparer leurs actions, ils éprouvent des sensations psychosomatiques qui peuvent les empêcher de mener à bien leurs tâches, selon Nadia Hamel. La tendance à la surpréparation chez le tiqueur serait un bon indicateur de la présence d'un perfectionnisme pathologique pouvant engendrer des tics chroniques. Le leitmotiv du perfectionniste est de tout faire à la perfection. La personne se fixe des objectifs de performance et de réalisation complètement irréalistes, ce qui engendre un sentiment d'insatisfaction quasi permanent. L'origine des tics. Associé au trouble obsessionnel compulsif, le perfectionnisme pathologique pourrait maintenant être attribuable à la présence de tics chroniques. L'hypothèse relative à un style d'action perfectionniste chez les personnes souffrant de tics chroniques a été avancée par le Centre d'études sur les troubles obsessionnels compulsifs et les tics, le CETOC-T, de l'hôpital Louis Lafontaine. Elle a déjà été énoncée à quelques reprises dans la littérature scientifique. À ce jour, plusieurs théories ont été formulées pour expliquer la présence de tics chroniques. Une de ces théories consiste à mettre en relation deux variables simultanées, une impulsivité motrice et un mécanisme d'inhibition cognitif. Selon ce modèle, certaines situations feraient en sorte que le tiqueur investirait toute son énergie dans l'accomplissement d'une tâche. La personne devient suractivée, un peu comme un coureur qui s'apprête à courir un marathon. Le tiqueur agirait de la sorte parce qu'il voudrait donner le meilleur de lui-même. Au moment où un tel mécanisme s'enclencherait, le corps recevrait une commande supplémentaire lui dictant de s'immobiliser pour réussir la tâche. Évidemment, dans la plupart des contextes, la personne ne peut pas être physiquement suractivée pour effectuer une tâche avec succès. La présence de ces deux variables simultanées chez le tiqueur occasionnerait un conflit dans le corps, pris en même temps entre une commande d'activation et une commande de désactivation. Le corps en viendrait à produire un mouvement exagéré pour rétablir l'équilibre entre ces deux composantes. Le tic deviendrait alors une solution improvisée pour désamorcer le conflit entre les deux signaux antagonistes. Le tiqueur n'est pas conscient de la mise en branle d'un tel processus, mais il est en mesure de ressentir les différentes sensations y étant associées, comme un malaise ou un inconfort. La chercheuse compare ce malaise au besoin de bâiller. Même si la majorité des gens arrivent à se retenir pendant un certain laps de temps, la tension dans la mâchoire devient souvent si inconfortable que le bâillement finit par s'imposer. Le soulagement associé au tic, lui, est temporaire. Le perfectionnisme pathologique étant toujours présent, le processus se reproduit en boucle. Les situations perçues comme étant des situations de performance seraient plus susceptibles de déclencher ce conflit.
Ainsi, il est probable de penser que la mise en place précoce d'un tel mécanisme pourrait, avec le temps, parvenir à moduler l'activité du cerveau, souligne Nadia Hamel. Le but de son étude doctorale qui s'amorce est justement de valider s'il y a lieu un nouveau modèle explicatif d'éthique chronique. Il s'agit d'un modèle théorique qu'elle a élaboré avec 2 directeurs de thèse, Kieron O'Connor et Marc Lavoie, co-directeur du CETOC et professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal, à l'aide d'une banque de données constituée entre 2005 et 2012, ainsi que de plusieurs tests psychologiques et neuropsychologiques mesurant les composantes du modèle proposé. Son projet vise 2 objectifs principaux. Je veux confirmer d'une part la présence des 2 processus simultanés, soit l'impulsivité et le mécanisme d'inhibition, et d'autre part, établir une corrélation avec une tendance à la surpréparation pouvant traduire la présence d'un perfectionnisme pathologique. Cette approche à plusieurs niveaux permettra l'obtention de résultats qui contribueront à l'intégration d'aspects neurocognitifs au modèle clinique pour la gestion des tics chroniques qui pourraient mener à l'élaboration de stratégies d'intervention cognitivo-comportementale spécialisées. Les travaux de Madame Hamel devraient être terminés d'ici 3 ans. Voilà, c'est la fin du numéro 3 des actualités techniques et scientifiques et nous remercions par la même occasion le site internet techno-science.net pour la mise à disposition de ces informations.